Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Mes amis, c'est le Bostonville City. Ça sent le succès. Ça sent le succès. Wouh! Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mes Amis, Mireille Rose, a.k.a. Lady Rose. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui, que votre début de semaine commence bien malgré la pluie. Je dois vous présenter mes excuses pour le retard parce que je suis en fin d'examen, en fin de session. Je voulais annuler l'émission de Mes Amis. J'ai dit non, Mireille, reste forte, tu es capable de le faire. Donc, je vous présente mes excuses pour le retard. Je suis arrivée ici vers les 7h05, le temps qu'on se prépare puis qu'on s'assure que mon fil d'actualité est en ordre. Bien, nous, on est en onde, c'est ça qui est important. En grand titre cette semaine, malheureusement, c'est très triste. C'est le décès tragique de Nadège Saint-Philippe. C'est en grand titre aujourd'hui. J'étais très, très choquée quand j'ai vu cette nouvelle-là hier. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, disclaimer toujours, bien évidemment, je ne suis pas avocate. On est, Lux Media et tout, pas avocat, pas des juristes, pas des médecins. On vous donne une information. C'est à vous de faire, dans le fond, vos propres recherches là-dessus. Je vous invite à partager l'émission parce que je suis toujours bloquée sur Facebook pour le partage. Donc, je vous invite à aller sur stu-duo.tv. Prenez-les dans votre browser et partagez-les sur les médias sociaux. Allez aussi sur Odyssey, à commercial, le stu-duo. Et aussi sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à André Petrelux. Tout simplement, et partager l'émission. Un gros merci. Donc, d'entrée de jeu, je ne prendrai pas 54 000 chemins. Je vais aller directement dans le décès de Nadège Saint-Philippe. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je crois que tous les Montréalaises connaissent très bien, du moins, Nadège. C'est la présentatrice météo à TVA depuis 2006. Nadège Saint-Philippe s'est éteinte samedi soir. Elle luttait à nouveau contre le cancer depuis plusieurs mois. Véritable rayon de soleil, Nadège était reconnue pour sa grande bonté et sa générosité. Pendant plus d'une quinzaine d'années, elle a marqué notre public et les membres de notre équipe, a indiqué TVA dans un communiqué. Sur son compte Instagram, Nadège Saint-Philippe avait expliqué en mars qu'elle avait dû mettre ses activités professionnelles de côté jusqu'au 1er décembre 2021 avant de recevoir un premier traitement de chimiothérapie en janvier. Elle avait déjà souffert d'un cancer il y a une dizaine d'années. Au cours des derniers mois, malgré la maladie, Nadège avait souhaité garder le lien privilégié qu'elle entretenait avec les téléspectateurs alors qu'elle livrait avec résilience une dure bataille, a écrit TVA. L'animatrice avait aussi fait sa passion pour la culture physique et la mode des métiers, en multipliant ses engagements comme entraîneuse et en lançant une entreprise de bijoux. Triste nouvelle ce matin. Ça, je quote Pierre-Carl Péladeau, qui dit « Triste nouvelle ce matin, beaucoup trop jeune, Nadège Saint-Philippe nous aura marqué tant par sa générosité dans la vie comme avec le public que par sa lumineuse résilience. Sincères condoléances à la famille, à ses proches, à toutes et tous ses collègues de TVA, le président de TVA Nouvelle, Pierre-Carl Péladeau. On a une vidéo pour vous de Nadège, tout simplement pour remercier tout le travail qu'elle a fait pour nous. Je ne serais plus là si je n'avais pas fait cet appel à la Société canadienne du cancer. C'est environ durant ce temps-ci de l'année que j'ai reçu mon diagnostic. Je me souviens que c'était insupportable parce que mon corps devenait de plus en plus faible. Mon mari était plus capable de me voir avec cette souffrance. J'étais à la maison, je dormais plus. Le fait d'avoir eu des traitements pendant 6 semaines et le fait d'avoir eu la chimio du lundi
au dimanche sur moi, le fait d'être allé faire de la radiothérapie à chaque jour à 3h30 pendant 30 minutes et l'effet de ces traitements-là. Le fait de voir ma peau brûler, le fait de voir que je suis passée à l'étape de marcher, à l'étape de fauteuil roulant. Moi, avec moi-même, me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir à surmonter une étape de la sorte? Je monte dans mon bureau, que j'appelle la Société canadienne du cancer, et que je verbalise que je voulais arrêter. C'était assez. Le nuage de mauvais temps, il était au-dessus de ma tête, puis il ne bougeait pas. C'était trop. De retour en studio, les amis, écoutez, je suis tellement attristée par ça. C'est une femme haïtienne, c'est une compatriote. J'ai mis mes boucles d'oreilles parce que je sais qu'elle fait beaucoup de bijoux d'Haïti pour rendre hommage. Ça, c'est vraiment la compagnie chez Accessoires qui m'ont offert ça en gracieuseté parce que j'avais été dans un événement où c'est vraiment des entrepreneurs haïtiens et africains qui étaient là. Donc, je tiens vraiment à présenter, dans le fond, en mon nom et au nom de mes amis et de Luxe Média, à la famille Saint-Philippe, nos sincères condoléances, grand sympathie. À toute communauté haïtienne, c'est on dame qui marche dans excellence, qui marche dans exceptionnellement dans le travail que tu fait. Fait que pour tout le monde qui t'a remis voyez sympathie, moi t'as suggéré nous pour nous téléphoner TVA pour nous capables de demander si nous capables de joindre en courriel, en téléphone pour nous capables de faire un hommage, un témoignage en famille Saint-Philippe. Donc, que dire ton âme? Merci pour tout, ma chère Nadège, c'est très apprécié. Je continue toujours dans le même beat. On va changer de beat dans l'éventualité, mais je trouvais ça quand même important parce que le cancer de Nadège l'a enlevé avec nous trop rapidement. C'est une femme qui avait dans les quarantaines à peu près. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'elle a été injectée avec le cancer qu'elle vivait, puis ça a fait en sorte que ça l'a accéléré, dans le fond, sa mort subite. Je ne sais pas, je n'ai pas de confirmation 100% si oui ou non elle a été injectée, mais la seule affaire que je sais, c'est que c'est sûr et certain que les gens qui travaillent chez TVA dans tous les médias, quand ça avait parti, cette obligation vaccinale-là, il y en a beaucoup qui se sont fait injecter. Donc, c'est juste mon intuition. Peut-être qu'elle a été injectée et ça l'a accéléré sa mort subite. Donc, je trouve ça très, très, très décevant et très triste aussi. Dans la même veine, dans le fond, il y a des cercueils pour enfants qui sont commandés en gros. Et je voulais absolument faire un point là-dessus. J'avais lu plusieurs choses là-dessus, plusieurs articles assez importants. Puis il y a même Ray Blaze qui avait fait un super de bel article sur Facebook. Il avait même téléphoné Urgel Bourgie, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran présentement? C'est le monsieur qui est à droite de l'écran. C'est le propriétaire, dans le fond, d'une compagnie là, qui est dans le bois. Puis, ils ont, dans le fond, changer leur business pour faire des cercueils parce qu'il y avait une demande qu'ils avaient constatée. Il dit comme ça dans une entrevue exclusive avec Rare Foundation, Mike Haddock, fabricant de cercueils dans le nord de Toronto, affirme que les choses ont nettement changé dans l'industrie au cours des 9 derniers mois. Les gens décèdent de plus en plus, dit-il. C'est perceptible dans notre industrie. Pour la première fois, en plus de 30 ans, nous recevons des commandes en gros pour des cercueils de petite taille. En général, l'industrie de cercueils reste assez stable et une commande de cercueil inhabituellement importante indique généralement un événement traumatisant, mais les ventes récentes indiquent que cela a changé. Non seulement
toutes les ventes sont en hausse, mais dans le passé, pour 5 cercueils de taille normale que nous vendions une taille jeune. Maintenant, pour 5 des 2 tailles, pour 5, c'est 2 maintenant pour les tailles jeunes. Selon M. Haddock, lui et ses collègues de l'industrie pensaient qu'ils verraient une hausse en 2020 lorsqu'on nous disait que le COVID était mortel et qu'il tuait des gens sans discernement par milliers. Mais cela ne s'est pas produit. Ce n'est pas avant la fin de 2020 et le début de 2021 que nous avons vu les ventes augmenter. Nous avons vu les augmentations après que les vaccins ont été mis en circulation, ce qui avait quasiment une obligation. Il dit, et je ne peux pas blâmer, parce qu'il dit comme ça, nous n'avons pas vu d'augmentation des ventes avant que les vaccins ne soient introduits. En 2020, Haddock a constaté une baisse de 60 % des ventes. Ce n'est qu'une fois que les vaccins ont été poussés vers des groupes démographiques de plus en plus jeunes que nous avons commencé à voir la hausse, dit-il. Au début, il ne s'agissait que de personnes âgées et des personnes très fragiles. 2 mois après l'approbation du vaccin pour les 11 et 15 ans, nous avons constaté une augmentation de la demande pour les petits cercueils. Les ventes globales ont augmenté de 30 et 40 % par rapport à 2019. C'est malade, là. Il dit comme ça, c'est stupéfiant de voir à quel point il y en a plus, dit Haddock. Cela a commencé à grimper à la mi-2021. En 2022, la croissance était mesurable. M. Haddock confirme que cette augmentation mesurable s'est produite au Canada au cours des 6 ou 7 derniers mois. Au départ, le rythme n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui, mais c'est lorsque nous avons commencé à recevoir des appels que nous avons commencé à recevoir plusieurs appels par semaine des mêmes distributeurs de cercueils. Toutes les ventes des cercueils ont augmenté de façon spectaculaire, qu'il dit. Bien que M. Haddock et ses collègues aient constaté la plus haute augmentation des ventes dans la catégorie de produits de taille moyenne, tout le monde est à risque avec ce vaccin, dit-il. Il est difficile de le nier. À quoi peut-on le reprocher? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le taux de mortalité dépasse-t-il avant la vaccination? Les enfants âgés de 6 à 12 ans sont les êtres humains robustes. Maintenant, ce sont les tailles que nous vendons. Les enfants ne meurent pas comme ça. Cela ne se produit pas jamais dans l'histoire. Vous comprenez comment c'est choquant, tout ça? Moi, je suis complètement bouche bée par le fait que le gouvernement a décidé de commencer à vacciner les adolescents. Après ça, ils ont été de 11 à 15 ans, puis après ça, ils ont été de 5 ans à 10 ans, puis après ça, de 0 dans la vente des mères enceintes pour vacciner les enfants. Il n'y a aucun des médias, peu importe c'est quoi les médias traditionnels, qui a eu à cœur de parler de cette tragédie, de parler qu'il y a des enfants en bas âge qui sont mineurs, qui décèdent à cause de cette injection. C'est criminel, c'est honteux et ça doit cesser. Les parents, s'il vous plaît, réveillez-vous, arrêtez de faire injecter vos enfants sans savoir qu'est-ce qui est dans ce vaccin. C'est pas à cause qu'on vous dit que c'est une obligation, que vous êtes obligé de le faire. C'est simplement une pression qu'on vous met et c'est à vous de gérer cette pression-là en disant « Non, je le fais pas, ce sont mes enfants et ça s'arrête tout simplement là, c'est tout. » Ça fait pas de sens qu'on a perdu autant de vies de jeunes enfants qui ont tellement d'histoires, qui ont une belle vie, qui avaient des plans, qui avaient des rêves et tout ça a été brisé au nom d'une injection par des compagnies pharmaceutiques que leur seul intérêt, c'est le profit.
C'est absolument exécrable. Moi, ça vient me déstabiliser totalement. Et c'est à nous autres, le public, de se réveiller là-dessus. Téléphonez, comme qui a fait, je fais un petit shout-out à Ray, salut mon cher Ray, tel qu'il a fait Ray, téléphonez les compagnies, Urgel Bougie et compagnie, là. Téléphonez ces endroits-là, téléphonez les assurances, puis essayez de faire vos propres recherches. Faites vos propres, dans le fond, enquêtes, si je peux me permettre de dire ça, pour vous assurer que vous avez de la bonne information et partagez-les. Moi, je suis complètement abasourdie, bouche bée, comme qu'on dit, le derrière à terre, qu'on a des jeunes enfants, que le taux des cercueils pour les jeunes enfants a augmenté jusqu'à 40 40 Et il n'y a aucun des médias qui en parle. Il n'y a aucun des médias qui en parle. Je trouve ça absolument... c'est outrageant. Ces gens-là doivent aller... tous les complices de tout ça doivent absolument aller en prison, être mis au cachot puis qu'on jette la clé parce que ça tient pas la route, ça tient pas la route. Donc, pénalité, c'est sûr et certain, là. C'est insensé que ce gouvernement de Québec, gouvernement canadien, est en train de arnaquer, de mentir à la population comme ça, avec les compagnies pharmaceutiques et avec les médias qui sont derrière tout ça, qui propagent une désinformation at large sur la population québécoise et canadienne. Je suis complètement sidérée par ça. On va passer dans un autre beat, un autre beat, parce que ça vient tellement me chercher que je dois me contenir parce que c'est trop frustrant de voir des enfants qui font confiance à leurs parents, qui font confiance à leurs professeurs et ils doivent se faire vacciner, parfois sans le consentement de leurs parents, à l'école parce que ce faux gouvernement-là dit au ministère de l'Éducation, allez, passe-moi ça dans toutes les écoles, tous les jeunes doivent se faire injecter un poison dans leur corps sans la permission de leurs parents. En tout cas, moi, à la place des parents, c'est sûr certain que j'enverrais une mise en demeure à l'école, pas au ministère, mais à l'homme ou à la femme qui est le ministre de l'Éducation. Vous comprenez? Adressez vos mises en demeure directement au principal de l'école, au professeur qui impose ou qui force vos enfants à se mettre un masque ou à se faire injecter sans votre consentement éclairé. C'est vous qui représentez vos enfants. C'est vous qui êtes la voix de vos enfants. All right, beautiful people? Vous vous souvenez, à peu près une semaine, 2 semaines, j'ai fait 2 semaines que j'ai parlé de Horacio Arruda qui avait, dans le fond, enlevé un rapport d'expertise dans un dossier à Rouyn-Noranda où il y a une compagnie là-bas où le taux de cancer est pas mal plus élevé que la norme à travers le Québec. Donc, maintenant, suite à l'émission de la semaine passée, malheureusement, heureusement, je suis obligée de le prendre maintenant, la nouvelle, parce que c'est arrivé après l'émission de mes amis la semaine dernière. Donc, il y a un incendie à la fonderie Horn de Rouyn-Noranda, exactement où ce que le rapport de Arruda avait été enlevé, OK? Un incendie s'est déclaré vendredi dans un bâtiment de la fonderie Horn de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, alors qu'une porte-parole de l'entreprise écarte la thèse criminelle. Mon œil. Les premières flammes sont apparues vers 17h40 dans la section où sont fabriqués les anones, un type d'électrode, tandis que quelques travailleurs se trouvaient à proximité. 3 équipes de pompiers de Rouyn-Noranda et une douzaine de premiers répondants de la fonderie ont dû combattre l'incendie dans les heures suivantes, a déclaré la fonderie. En effet, le feu était contenu en fin de soirée, mais non encore totalement maîtrisé. Selon la porte-parole de l'entreprise, Cindy Cahouette, on parle de métal de fusion. C'est comme de la lave. Alors, c'est très difficile à éteindre. Donc, on la lave quand on voit quand ça sort d'un volcan, là. Donc, tous les employés ont pu être évacués. Madame Cahouette écarte la piste criminelle pour expliquer la source de l'incendie, pourtant plutôt vers la défaillance d'un équipement.
OK? Déjà, s'il y a une défaillance d'un équipement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrangé avec les gars des vues. Peut-être que c'est bel et bien ça, une défaillance d'un équipement, mais peut-être que ça a été fait en sorte que ça soit une défaillance d'équipement pour mettre cette fonderie-là à terre à cause de tout ce qui est alentour de Glencore, alentour de tout ce que ces cancers-là. Vous comprenez? La feuille est brûlée, là. Quelles preuves qu'ils ont maintenant? Quelle enquête qu'ils vont pouvoir faire maintenant? Viens pas me dire que c'est pas arrangé avec les gars des vues. All right? Mme Carouette écarte la piste criminelle pour expliquer la source de l'incendie, pointant plutôt vers la défaillance d'un équipement. La fonderie Horn a fait des manchettes dans les dernières semaines, telles que je vous avais parlé. En raison des émissions de ce métal lourd, elle peut émettre jusqu'à 100 nanogrammes par cube, alors que la norme actuelle au Québec est de 3 nanogrammes par cube. Comment ça se fait que le gouvernement est au courant que cette fonderie-là utilise jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube, quand il sait que la norme, c'est tout simplement 3 nanogrammes, et il laisse la compagnie faire qu'est-ce qu'il y a à faire, business as usual, on s'en fout de la population, cancérigène ou non. Pourquoi que Horacio Arruda a enlevé ce rapport-là? Vous allez me dire comme ça que, non, c'est juste une erreur de sa part. On n'est pas des imbéciles, là, Beautiful People. On n'est pas des imbéciles. On est capable de penser. On est capable de voir qu'il était tellement dans l'eau chaude depuis à peu près 2-3 semaines que la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est soit de mettre le feu, même si ce n'est pas eux qui ont mis le feu, ou soit de dire comme ça, oui, c'est un équipement. Mais un équipement, là, on peut faire un bris d'équipement aussi. Right? Maintenant, Legault, il dit comme ça qu'il n'exclut pas la fermeture si les émissions posent un danger. Il pose un danger, ça fait au-dessus de 10-15 ans que ça pose un danger. Tu aurais dû le fermer depuis X temps déjà, François Legault. Il dit c'est beaucoup d'emplois, des emplois payants qui amènent des retombées au ministre des Finances. Au ministre des Finances. Pourquoi qu'il ne dit pas à la communauté? Non, il dit comme ça, c'est des retombées qui apportent au ministre des Finances. Est-ce qu'on peut donner une aide qui serait inférieure aux retombées? C'est-il demandé? Il y a une ouverture de ce côté-là, mais c'est clair que l'entreprise va devoir investir des montants importants. On parle de centaines de millions de dollars pour atteindre un niveau où la santé des citoyens n'est pas remise en question. La fonderie met des particules d'arsenic qui atteignent jusqu'à 33 fois la norme provinciale. De nombreux problèmes de santé ont été constatés par différentes études sur la population locale. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, est à Rouyn-Noranda cette semaine pour faire le point sur la situation. La fonderie, telle que je vous avais dit, Horn, appartient à Glencore, qui est dans des fraudes fiscales, en veux-tu, en v'là, et ils continuent à faire business avec Glencore. Ils sont accusés à des milliards de contrefaçons d'argent et le gouvernement du Québec fait quand même business avec Glencore. Pfizer, c'est une des compagnies pharmaceutiques qui a dû payer tellement d'argent pour fraude, pour tout ce qu'ils ont fait, qui ont détruit la vie des gens, mais le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec accepte qu'on fait affaire avec ces gens-là et qu'on utilise encore leur vaccin, supposément. Il continue à dire, François Legault, soyons très clairs, s'il n'a pas de plan de déposer par l'entreprise pour réduire les émissions à un niveau qui est sécuritaire pour la population, on n'exclut pas effectivement de fermer l'entreprise. C'est de la poudre aux yeux, c'est pas vrai. Parce que ça fait des années qu'ils sont au courant, qu'ils mettent 100 nanogrammes au lieu de 3. Viens pas me dire que tu n'as pas pensé à ça, c'est impossible, c'est pas vrai. Il dit aussi que son gouvernement est prêt à soutenir financièrement Glencore, propriétaire de la fonderie, pour qu'elle procède aux modifications requises afin de réduire ses émissions, et ce, malgré les profits records enregistrés par la multinationale anglo-suisse. Déjà qu'ils font des milliards et des milliards de dollars, Glencore, ils n'ont même pas besoin de l'aide de François Legault.
Mais François Legault, lui, il est prêt à prendre de notre argent et à le donner à Glencore pour remédier à ça. Pensez-vous que François Legault est en train de perdre beaucoup d'argent avec le ministère des Finances est en train de perdre beaucoup d'argent si Glencore il déménage? Pourquoi vous pensez qu'ils sont prêts à le payer puis à lui graisser la patte un peu? C'est son ami. Ce sont tous des petits amis, ça. Pareil pour les Sirois, pareil pour ces compagnies-là. Ce sont ses petits amis. Même chose pour les compagnies comme SNC-Lavalin que le premier ministre du Canada défend aussi. Ils couchent tous dans le même lit, ces gens-là. C'est outrageant parce que c'est notre argent. C'est notre argent à nous que ces gens-là utilisent et ça doit cesser. On doit dire non le 3 octobre. Dites non à François Legault. C'est extrêmement important. Il est prêt à payer une compagnie frauduleuse et criminelle pour faire rentrer en utilisant l'argent des contribuables. C'est absolument exécrable. Puis moi, je dis c'est vraiment c'est la grosse bullshit, là. C'est la grosse bullshit. Je suis désolée. C'est très émotionnel aujourd'hui, la Mireille. Mais ce sont des nouvelles qui viennent me chercher parce que c'est pas normal qu'un gouvernement qui veut le bien de sa population accepte les injections pour des enfants de 0 à 17 ans et que le taux dans toutes les compagnies, les Urgell Bougie et compagnie, leur taux augmente dans les cercueils. Les assurances-vie sont débordées parce qu'il y a tellement de monde qui meurt suite à la campagne où ils ont forcé de peur pour que les gens puissent se faire injecter dans un poison dans lequel ils ne savent même pas qu'est-ce qui est dedans. Je trouve ça absolument exécrable. Fait que je vous demande de faire vos recherches, les amis, puis de partager en masse l'information, parce que je crois qu'on a j'ai fait vraiment le tour complet de Glencore, de la fonderie, de Horacio Arruda qui a enlevé un rapport d'expertise dans ce dossier-là et que malgré tout, le gouvernement de François Legault, la CAQ, veut continuer à donner de l'argent à cette compagnie-là au travers de nos contributions des contribuables sans prendre soin des gens qui sont décédés du cancer ou qui ont des problèmes pulmonaires à Rouyn-Noranda. Moi, je crois que tous les gens de Rouyn-Noranda devraient faire vraiment une action collective auprès de Glencore, auprès de la fonderie, puis auprès du gouvernement de la CAQ, tout simplement. On va passer dans un autre beat. Le mouvement conspirationniste au Québec, les leaders, les discours et adhésions, il y a un grand mandat qui a été demandé par le ministère de l'Innovation, le ministre de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. OK? Un PDF de 138 pages a été demandé par ce ministère-là. Et moi, qu'est-ce qui m'a intriguée là-dedans, dans un premier temps, c'était de savoir, mais pourquoi que lui, il a commandé ça? Le ministère. Puis là, j'ai fait de recherches sur ce ministre-là, Pierre Fitzgibbon, qui est vraiment dans tous les conflits d'intérêts que vous pouvez imaginer. OK? Donc, il y a un article qu'on va voir présentement à l'écran. Le ministre de l'Économie va ternir l'image du gouvernement. OK? Pierre Fitzgibbon est en nouveau eau trouble avec les plus récentes révélations de notre bureau d'enquête. En janvier 2019, il a présenté au premier ministre François Legault, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal dans lequel il lui-même est investisseur et qui lui met en place des contraventions avec le Code d'éthique de l'Assemblée nationale. Michel Girard, au microphone avec Pierre Nantel à Québec Radio, je ne comprends pas que François Legault continue de le défendre. Ce n'est pas la première fois que des questions d'éthique font surface au sujet de Fitzgibbon. Le ministre a été blâmé par le ministère à l'éthique en novembre 2020, mais il niait alors être en conflit d'intérêts. Il ne voit jamais de problème, a conclu Michel Girard dans cet article-là qu'on vient de voir. OK? Ça va, ma belle? Oui. Excellent, parfait. Donc, Fitzgibbon
Legault dit comme ça que Fitzgibbon est un atout pour le gouvernement de la CAQ, OK? Il dit comme ça que le ministre de l'Économie a des intérêts dans White Star. White Star, c'est un fonds géré dans un paradis fiscal qui a tenté d'obtenir un appui politique ou financier pour un investissement public supplémentaire potentiel de 20 millions en 2020. OK? Notre bureau d'enquête a révélé que Fitzgibbon avait même joué les entremetteurs en 2019 entre François Legault et le cofondateur du fonds. Je ne sais pas si tu as l'autre article là-dessus. Exactement. Merci beaucoup. OK? Une photo a été immortalisée. C'est le monsieur qui est à côté de Fitzgibbon, là, à gauche, là, à côté de la femme à droite aussi. OK? Il dit comme ça que le ministre soutient qu'il ne connaît pas les hauts dirigeants de White Star, mais regardez l'article. Il est à côté, à sa gauche. Des photos dans un voyage, j'en prends beaucoup, avec des gens d'affaires qui veulent se faire photographier avec moi. Il se pense tellement vedette. Il dit comme ça qu'il y a un moment donné là-dedans que Legault, il dit, il contredit qu'est-ce qu'il vient de dire à Fitzgibbon, parce que Legault, il dit, le ministre de l'Économie affirme que ses intérêts dans White House étaient connus du premier ministre. Il ne se souvient pas, toutefois, s'il a rappelé à son chef ce soir-là qu'il avait des actions dans le fonds lui-même. La version maintenant de François Legault est différente. Il dit non. À l'époque, je ne le savais pas qu'il avait un investissement dans l'entreprise avec les gars avec qui je me suis fait photographier, a-t-il précisé. Je ne le savais pas à l'époque. Il dit non à l'époque. Ça veut dire comme ça que, OK, à l'époque, tu ne savais pas, mais ça veut dire que là, tu le sais et tu continues à le défendre malgré tout. Il y a quoi qui ne fonctionne pas, là? Ces gens-là, là, moi, je vous dis, à un moment donné, là, quand que la vérité va commencer à sortir, comme qu'on voit présentement, Fitzgibbon, il est dans l'eau chaude, Legault, là, il va le jeter sous l'autobus comme si rien n'était, comme si ils n'ont aucun... Comment je pourrais dire, ils n'ont aucun respect entre eux autres, ces gens, ces personnages-là. Ils n'ont aucun respect entre eux. S'ils doivent te discréditer, s'ils doivent t'envoyer en prison, pas de problème. En attendant, on va être des très, très bons amis. On va faire semblant, tout simplement. Mais à la seconde qu'un doit aller en prison, là, c'est sûr et certain qu'il va le pousser sous l'autobus. Moi, je trouve ça absolument grotesque, la justice au Québec. Le gouvernement de la CAQ a donné une augmentation de 49 % des salaires aux juges, étalés sur 5 ans. 49 %. Et vous allez me dire comme ça que des gens, des hommes, des femmes qui manifestent sur leurs droits, ils doivent payer des tickets de 1 500 combien de dollars, plus les taxes, ou ce que les juges ont été achetés par le gouvernement? Moi, je vous dis, là, tous les gens qui se retrouvent dans ce mandat-là que le ministre de l'Innovation, Fitzgibbon, a mandaté la chaire de l'UNESCO pour faire ça, vous devriez tous vous rallier ensemble et faire une mise en demeure collective contre ces gens-là. Mettez chacun, il y en a 45, là, mettez chacun 50 $, 500 $, puis prenez-les en cours tout simplement. Je vais vous parler maintenant de la chaire de l'UNESCO qui a été payée des centaines de milliers de dollars pour faire ce mandat, OK? La mission de chaire UNESCO, ça a été créé en automne 2017. La chaire a pour mission principale d'agir à titre de pôle d'excellence afin de développer, partager et valoriser la recherche et les actions en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, de la radicalisation et de l'extrême violent. OK? 45 hommes et femmes du Québec font partie de ce dossier-là, où ce que ça dit que eux autres, leur mandat, c'est la radicalisation et de l'extrême violent. Moi, je suis complètement bouche bée par rapport à ça. OK? Il dit dans
dans la décision du rôle de l'UNESCO dans la promotion de l'éducation comme outil de prévention de l'extrémisme violent en 2015, le Conseil exécutif de l'UNESCO soulignait lui aussi le rôle central de l'éducation et de la nécessité d'une pédagogue sociale qui encourage la réflexivité et la pensée critique dans la prévention de l'extrémisme violent, chez les jeunes en particulier. À l'occasion du 16e sommet de la francophonie en 2016, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une résolution sur la prévention de la radicalisation et de l'extrême violent pouvant conduire au terrorisme. C'est grave, là! On met 45 hommes et femmes qui se battent pour les droits et nos libertés en tant que terroristes. Maintenant, je vais vous parler de l'UNESCO parce que la chaire de l'UNESCO, c'est avec l'Université de Sherbrooke, Concordia et tout, connue sur Québec. Mais vous connaissez tous l'UNESCO, bien évidemment. Je vais vous faire un petit rappel. L'UNESCO est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. Les programmes de l'UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans l'agenda 2030. L'agenda 2030, faites une petite recherche là-dessus, les souverains, souveraines. Vous le savez, les amis de mes amis, c'est quoi l'agenda 2030? C'est tout Carl Schwab et compagnie, OK? Qui veulent faire une dépopulation de la planète entière. Fitzgibbon a commandé à la chaire d'UNESCO de faire une recherche. Il a mandaté l'organisme pour faire une recherche et il a trouvé 45 conspirationnistes qui sont prêts à mettre tout en violence à travers le Québec. OK? Moi, là, de mon côté, je suis comme... Comment je pourrais dire? Je suis comme un peu... paradoxal par rapport à ça, parce que je ne suis pas une conspirationniste, mais ça m'a surpris que mon nom n'était pas sur la liste. Personnellement, je ne sais pas si je suis frustrée parce que je ne suis pas sur la liste, ou sinon je suis contente parce que je ne suis pas dessus, peu importe, mais ça me surprend que je ne suis pas sur la liste. Je suis la seule lanceuse d'alerte, entre guillemets, haïtienne à travers le Québec et que mon nom n'est pas sur la liste. Et aussi, le nom de François Amalega n'est pas sur la liste. Ça, vraiment, ça me met à terre totalement. Donc, un document de 138 pages. Je vais vous lire un petit peu, grosso modo, la table des matières. Je vous invite d'aller taper ça, là, le mouvement conspirationniste du Québec. Prenez le temps de lire ce dossier-là, ça vaut la peine. OK? Donc, la table de matière, grosso modo, ça dit la pensée conspirationniste. Donc, c'est le caractéristique de la pensée conspirationniste. À la méthodologie, on donne comme exemple l'analyse de discours des leaders. Les leaders du mouvement conspirationniste québécois, le discours conspirationniste. Et là, je cite le COVID-19, théorie du complot, les mesures disproportionnées du gouvernement, la force secrète internationale à l'œuvre, etc. D'autres points dans la table des matières, l'adhésion à la pensée conspirationniste au sein de la population québécoise, des réflexions autour des pistes d'action. OK? Dans l'avant-propos de ce document de 138 pages-là, ils disent ceci. Ce projet ne prétend pas rendre compte de l'ensemble des mouvements, des constatations, ni la diversité des points de vue et des expériences sur leur sein. Il s'intéresse plutôt à une composante prédominante dans ces mouvements, soit la pensée conspirationniste. OK? Les objectifs du projet, notre projet avait visait, dans le fond, apporter un regard innovant sur le phénomène de la désinformation et sur la montée du conspirationnisme en lien avec le COVID, intitulé « Infodémie et désinformation massive à l'ère du COVID-19 ». Prévenir l'adhésion aux théories du complot en désamorçant des fausses nouvelles, ce projet proposait comme objectif principal d'améliorer notre compréhension du phénomène de la désinformation en générant des données probantes afin de développer des stratégies pour désamorcer les fausses nouvelles et contrer l'adhésion aux théories du complot.
juste ici, là, ils devraient arrêter ça, là. Parce que toute la désinformation qu'on vit présentement vient directement des médias, vient directement de ce faux gouvernement-là, vient directement de ces endroits comme avec leur INSPQ, supposément désespère ci, désespère ça. C'est eux autres qui font la désinformation. C'est ça que je trouve qui est absolument arnaqueur de leur part, parce que c'est facile de critiquer. C'est facile de critiquer quand on paye 100 quelques mille $. C'est normal qu'ils vont dire que le gouvernement, voici le rapport, voici... ils ont ciblé 4 500 individus à travers le Québec sur 8,5 millions de la population et ils ont fait leurs statistiques là-dessus. Ils disent comme ça, nous avons observé l'activité de 45 leaders conspirationnistes durant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 sur les réseaux socio-numériques, en premier sur Twitter, aussi sur d'autres médias sociaux. Donc, ils disent comme ça qu'il y a, dans le rapport, c'est 31 hommes et 14 femmes pour totaliser le 45. Ils disent comme ça que la pensée conspirationniste est liée à des horizons idéologiques variés qui convergent dans la contestation des mesures sanitaires et l'opposition au gouvernement. Donc, en extrême droite, il y a 45 %, les altersciences, 21 %, l'anti-gouvernement, 20 %. Moi, je pensais que ça aurait été au moins 45 % l'anti-gouvernement, mais c'est normal qu'ils ne vont pas dire que si c'était à 50 %, c'est normal que la chaire de l'UNESCO ne vont pas donner ces chiffres-là. Religieux et spirituel, 4 % et les QAnon, c'est 4 % aussi. All right? Donc, je vous nomme quelques-uns des noms qui font partie de la liste. My God, je suis en mesure de voir ça de mon côté? Parce que j'ai fait un genre de screenshot puis je l'ai mis dans mon document. Mais je vais vous nommer quelques noms. Donc, Alexandre Cormier-Denis, Alexis Cossette-Trudel, bien évidemment. Moi, je suis contente quelque part qu'ils font partie de cette liste-là parce que ce sont des gens qui se battent pour leurs droits et libertés et qui se battent pour les droits et libertés de la population québécoise. Peut-être la population ne le voit pas présentement parce qu'ils sont tellement endormis par l'arnaque télévisuelle, les mensonges qu'on radote à la télévision. Est-ce que les pourcentages qu'ils donnent présentement, ce sont les vrais chiffres? Dans mon cœur à moi, c'est absolument non. All right? Il y a Amélie Paul, André Pitre. André Pitre fait partie de la liste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Bill Kaiser. J'essaie de trouver les noms qu'on connaît, là. Caroline Nessar, Chris Sky, complotiste, Daniel Pilon, Daniel Tadros, Dave Leduc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de voir les noms qu'on connaît là-dedans, bien évidemment. Hello Veuf, Ezrar Levard de, comment ça s'appelle encore, Rebel News. Frédéric Pitre, Appel à la liberté. Geneviève Sénécal. Joe Lendigo. Jean-Jacques Crèvecoeur. Ken Pereira. de Complot Inc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui y a d'autre? Lucie Laurier, la belle Lucie Laurier. Lucie Mainville. Mario Roy. Maxime Bernier, Maxime Ouimet, Mel Goyer. Qui d'autre qu'il y a là-dedans? Samuel Grenier, Steve Tiger et le studio de Théovox, Steve Lartis, Pasteur Carlo Norbal. En tout cas, il y en a une panoplie qui sont là-dedans. La liste est là. Il y en a 45. Je vous invite d'en prendre connaissance. Moi, je me dis, ce contrat-là de la part du ministre Fitzgabon, OK, qui n'a aucune intégrité, qui n'a aucune transparence de quoi que ce soit, pour moi, je considère ce document-là comme un torchon de mensonges qui blâment, dans le fond, des gens, des hommes et des femmes qui ont le droit de se battre pour leurs droits et libertés. Est-ce qu'on a vu des actes, comment je pourrais dire, criminels
de ces gens, de ces 45 noms-là qui sont sur cette liste-là? Est-ce qu'on a vu des attaques pour aller attaquer François Legault ou quelque chose comme ça, ou être armé dans les manifestations, quoi que ce soit? Non, pas du tout, jamais. Ces gens-là se sont juste battus et levés pour leurs droits et libertés, et ça fait partie de l'essence d'être un homme, de l'essence d'être une femme. Quand on voit une injustice, il faut se lever et il faut se battre pour ça. Et c'est exactement ça qu'est-ce que ces 45 leaders-là y ont fait, et avec raison de le faire. Parce que le média cache toute l'information de tous les bébés qui sont injectés et qui meurent, de toutes les compagnies d'assurance qui sont submergées parce qu'il y a tellement de morts par rapport à cette injection de vaccins qu'ils ne sont plus capables de fournir ou de répondre à la demande parce que tout le monde, il y a trop de personnes qui meurent, ils doivent payer. Ils n'ont pas le choix, ils doivent payer. L'UNESCO maintenant. C'est bien beau, là, la chaire de l'UNESCO, exactement, ils font l'éducation, puis la santé, puis l'innovation, puis ils veulent la paix dans le monde. Exactement, bullshit. All right? J'ai fait quelques recherches sur l'UNESCO parce que je me dis, OK, parfait, je vais laisser le bénéfice du doute. Je vais tout simplement aller voir, mais est-ce qu'ils ont fait des choses scandaleuses, l'UNESCO? Ah oui, comme Fitzgabon. Fait qu'il y a deux entités qui se sont rassemblés ensemble pour faire un document de 138 pages sur des citoyens qui ont à cœur de changer pour le bien notre société, en parlant du Québec. Et les deux, ils ont des situations scandaleuses dans leur vie. Et les hommes et les femmes qui font partie de cette liste-là, moi, je n'ai jamais vu de choses de Frédéric Pitt, d'André Pitt, puis de Samuel Grenier qui ont volé ci, qui ont fait des fraudes fiscales ci, ça, qui ont des conflits d'intérêts à gauche, à droite. En conflit d'intérêts, juste ça, le Fitzgabon devrait déjà être destitué, enlevé, puis faire de la prison juste pour ça. Fait qu'il y a un scandale judéophobe à l'UNESCO. Cette institution est en train de couler, son capitaine l'a saboté. OK? Cet article-là dit en bref qu'il n'y a plus qu'un symbole de temps inquiétant, la marque d'un antisionisme radical devenu symptôme de l'antisémitisme qui parcourt les sociétés arabo-musulmanes et même certains de ses dirigeants, évoquant aussi l'instrumentalisation dans les pays arabes à la quenelle, geste devenu néo-nazi. Il dénonce cette flambée de judéophobie comme toutes les flambées passées, est le signe certain d'une malaise planétaire profond. Le groupe arabe auprès de l'UNESCO a demandé par lettre le 14 janvier dernier l'annulation d'une exposition préparée depuis 2 ans. Et sa directrice Irina Bokava a obtempéré 3 jours avant l'inauguration. C'est absolument exécrable. J'ai un autre article que je vais vous lire. L'UNESCO accusée de comportements discriminatoires, aggravés de falsification, de manipulation et de violation de sa Constitution. OK? Monsieur Adnan Nazrawin, que vous voyez à l'écran présentement, de nationalité française, a été victime d'une discrimination scandaleuse à son encontre devant l'emploi dans la fonction publique internationale à l'UNESCO. Monsieur Nazrawin accuse le directeur général de l'UNESCO, Monsieur Matsuura, d'avoir abusé gravement de ses fonctions, d'avoir falsifié, manipulé et violé sciemment l'article 4.32 du statut du personnel de l'UNESCO, sa constitution, en lui donnant une interprétation discriminatoire dans le but délibéré de l'évincer de cette manière scandaleuse de son travail dans l'organisation. L'actuelle directrice de l'UNESCO, Mme Irina Bokava, a toujours refusé de regarder en face la vérité du comportement scandaleux et immoral de son prédécesseur dans l'affaire de Nazrawin.
Le tribunal administratif de l'OIT, dans l'affaire Naswin, s'en est tenu à la seule interprétation discriminatoire de l'UNESCO de l'article 4.32 du statut du personnel, ce qui confirme sa complicité avec l'organisation et son propre manque d'éthique, d'impartialité et d'indépendance dans cette affaire. Du point de vue juridique et moral, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Bokava, ne veut aucune manière se cacher derrière le tribunal administratif de l'OIT pour se dérober de sa responsabilité juridique et morale dans ce scandale commis par son prédécesseur dans l'exercice de ses fonctions. L'UNESCO, là, les Nations unies, tous ces organismes-là doivent être traînés en prison. Tout ce qu'ils font, c'est illégal. Et ces gens-là vont se permettre de payer des centaines de milliers de dollars pour faire un rapport de diffamation sur 45 hommes et femmes de la communauté québécoise qui les appellent des conspirationnistes et de commettre des actes violents. Moi, je suis complètement scandalisée. Les 45 leaders, là, s'il vous plaît, faites une action collective. Faites une action collective contre ces gens-là. Autant contre le gouvernement de l'innovation Fitzgibbon. Mais ça va de mal en pire, right? Le gouvernement du Québec renouvelle son financement de la chaire UNESCO pour 4 années supplémentaires. Allez-y, écrivez-nous des faux rapports. Donnez-nous des preuves qu'on peut dire, oui, il y a des experts qui étaient impartials et qui ont fait cette recherche-là. C'est pas vrai, c'est des conflits d'intérêts, ça se passe des petites enveloppes, c'est aussi simple que ça. Ils veulent tout simplement taire les gens qui ont le courage et le guts de se lever. Puis moi, je continue à dire, continuez à vous lever. Plus de gens doivent se lever contre cette corruption, contre ce faux gouvernement-là qui est rempli qui n'a pas aucune intégrité et qui manque de transparence, en commençant par le ministre Fitzgibbon. Ce renouvellement constitue une gage d'approbation des travaux de la chaire en prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent. La chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, dont le mandat fut renouvelé en décembre dernier pour un montant de 480 000 $ du gouvernement du Québec pour poursuivre ses travaux jusqu'en 2026. Et vous allez me dire que vous allez avoir à cœur le 3 octobre de voter pour la CAQ? Impossible, impossible, impossible que les gens, que les Québécois soient aussi dupes que ça, je ne crois pas. Ils disent même, ils sont tellement fiers que c'est une première mondiale que la chaire de l'UNESCO a réussi à obtenir 4,5 millions de dollars en financement externe de 2017 à 2021. Tout près de 1 million par année que reçoivent ces gens-là. Tout ça avec notre argent, je suis complètement bouche bée, abasourdie. C'est intense, qu'est-ce qu'on vit présentement. Puis moi, je vous dis, là, les 45, je vous en conjure, trouvez-vous un avocat qui est complètement hors de ce système-là, qui est capable de prendre votre cause en main et faites une requête, une action collective contre Fitzgibbon, le ministère de l'Innovation, contre la chaire de l'UNESCO au Québec et toutes les gens, vous allez voir, et tous les gens qui ont fait le rapport, tous leurs noms sont dans le rapport. Vous avez toutes les preuves devant vous. Apportez les preuves de Fitzgibbon qui est en conflit d'intérêts à gauche, à droite, là. Vous comprenez? Parce qu'eux autres, ça va être à eux autres de donner la preuve, de faire la preuve que vous avez fait des actes de violence. C'est ça, là, le fardeau de la preuve va tomber sur eux autres. Je ne suis pas avocate, mais je suis capable de lire. On est d'accord, là? C'est aussi simple que ça. Fait que je vous encourage, la gang, à vous rallier ensemble, à vous asseoir sur une table et de considérer cette suggestion-là, de faire vraiment... Parce que moi, si mon nom serait sous cette liste-là, c'est sûr et certain que je vous aurais tous contactés pour qu'on puisse prendre une action contre ce faux gouvernement-là.
Fait que c'est qu'est-ce que j'avais pour vous cette semaine, les amis de mes amis. Je souhaite encore nos sympathies à mes amis et au nom de l'X-Média aussi, à la famille de Nadège, tout simplement. Donc, on est toujours en casting pour des chroniqueurs à mes amis. Je vous invite à me téléphoner au 1-888-231-4278 à cet effet. Et toujours la souveraineté. Je vous invite il faut sortir du système. Il faut sortir de ce système-là. C'est la seule façon qu'on va pouvoir demander et exiger la destitution, parce que quand on va faire nos démarches de souveraineté, on a des documents qui sont légitimes, qui sont notariés, où ce qu'on peut aller dans notre Parlement et exiger la destitution de ce faux gouvernement-là. Donc, pour toutes les gens qui veulent adhérer au Club des souverains, téléphonez-moi au 1-888-231-4278. Il y a un montant annuel, juste à me téléphoner et je vais vous faire un rabais de quasiment 65 %, tout simplement en me disant juste « mes amis ». OK? Donc, 1-888-231-4278. Vous pouvez me téléphoner à cet effet. C'est super important. Donc, laisse-moi voir. Je crois que j'ai oublié ma dernière page. J'ai oublié ma dernière page, ma belle. Es-tu capable d'imprimer? André me l'avait imprimé la dernière fois. Comment ça s'appelle? L'affaire le serment de fidélité que je fais à chaque... je suis tellement partie vite aujourd'hui que j'ai oublié de l'imprimer, la dernière page. Je l'ai imprimé, puis je pense que je ne l'ai pas... Dans le fond, tu as juste à faire serment de fidélité d'Haïti. Oui, tu vas pouvoir le trouver. Je te donne un petit 2-3 minutes pour le trouver, le temps que je parle quand même aux gens. Il n'y a pas de problème du tout. Tu me le diras là, si tu penses que c'est plausible pour toi de le faire, OK? Ouais. Oui, commence donc à le lire pour voir. C'est un document, c'est à peine un paragraphe, là, genre maximum un paragraphe, fait que je veux m'assurer que c'est le bon. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Peux-tu me l'imprimer? Ah, OK. Ah, c'est un post sur Facebook que tu as trouvé. En tout cas, c'est le bon. Tu es capable de l'imprimer? Si je te mets à l'écran, tu le vois-tu? Ah, oui. Logiquement, oui. Serment de fidélité haïtien. Oui, parfait. Donc, les amis, je suis prête à faire. Tu peux mettre la musique dans le fond? T'es débrouillarde, bravo! Bravo, ma chère Elisabeth. Je suis partie tellement vite. Je présente mes excuses vraiment. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment de ma faute. Je suis partie tellement vite. J'ai 4 examens que je dois faire là, pour me préparer pour cette semaine. Je suis en fin de session. C'est fou. Donc, tu me diras quand tu vas être prête, ma belle? Moi, je suis prête. Parfait, vas-y. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la crête à Pierrot, de la butte à Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Yes, 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 yes. Tu peux revenir à l'écran, beauté. Donc, on se voit de notre côté. Tu reviens à l'écran? Pardon? Ah, parce que moi, je ne me vois pas, c'est pour ça que je posais la question. OK, pardon, je suis désolée. Donc, les amis, on se voit le 25 juillet prochain à mes amis,
à 19h, je vous le promets, parce que cette semaine, c'est ma dernière semaine d'examen. Je vais avoir une semaine et quelques jours de off, de congé. Ça va faire du bien. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je fais une session de 2 ans en 10 mois. Fait que j'ai 68 heures de cours par semaine. Je n'ai plus de vie. Pour faire mes amis, le contenu, ça me prend au moins entre 8 à 10, 12 heures parfois, dépendamment de la profondeur que je fais dans mes recherches. Donc, parce que j'aime pas ça, remettre des choses à demi-mesure. Donc, voilà. Merci de votre patience. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ma belle Isabelle. Merci, mon cher André. On se voit la semaine prochaine, Beautiful People! Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Tax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch, qu'est-ce que tu sais? Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.